Paris, 29 août 1944. Le général Charles de Gaulle, chef des forces françaises libres de la Seconde Guerre mondiale, marche triomphalement à travers Paris libéré. Après 4 ans d'occupation, les troupes allemandes capitulent et Paris laisse éclater sa joie. Quatre ans plus tôt, De Gaulle, alors jeune officier subalterne, part pour l'Angleterre, tandis que la France s'écroule. Autour de lui se rassemble un groupe d'hommes déterminés à sauvegarder l'honneur et l'esprit de la France. La croix de Lorraine sera leur symbole. 2 ans plus tard, les forces françaises libres, ou FFL, tiennent la dragée haute au Panzer de Rommel à Bir Hakeim, frappant ainsi l'imagination du monde entier. Jusqu'à la libération de leur pays, elles se battent courageusement sur tous les théâtres d'opérations européens. Ces hommes et ces femmes, considérés comme traîtres par leurs concitoyens, sont enfin reconnus lorsque leur chef défile victorieusement à Paris. La France reprend alors sa place parmi les 4 puissances mondiales. Lors de la Première Guerre mondiale, la France a été saignée à blanc. Ses chefs sont convaincus qu'elle ne sera jamais plus à même d'affronter une autre guerre en Europe. Ils portent tout leur espoir dans la ligne Maginot, fortification érigée à la frontière est de la France en vue de prévenir une future intervention allemande. Mais en septembre 1939, c'est à nouveau la mobilisation générale et la France entre en guerre contre l'Allemagne. Alors que les forces armées semblent assez fortes pour repousser une seconde invasion allemande, l'état-major français fait l'erreur de placer sa confiance dans le pouvoir défensif de la ligne Maginot. En mai 1940, les Allemands lancent la Blitzkrieg, ou guerre éclair. Les Français restent pantois face au déferlement des troupes allemandes motorisées. Pour eux, c'est une conception révolutionnaire de la guerre. En moins de 3 semaines, les Allemands coincent les armées françaises du Nord et la force expéditionnaire britannique dans le port de Dunkerque. Quelques 100 000 soldats français se retrouvent parmi les rescapés de Dunkerque et sont rapatriés en Grande-Bretagne. Le 5 juin, les Allemands mettent le cap au sud et envahissent le reste de la France. La grande majorité des soldats français évacués en Angleterre se portent volontaires pour revenir combattre dans leur pays. Mais il est trop tard. Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris. Deux jours plus tard, la France décide de demander un armistice. La plupart des Français sont sous le choc de la nouvelle et se résignent à leur sort. Ils mettent toute leur confiance dans le vieux maréchal Philippe Pétain, sauveur de la France à Verdun, lors de la Première Guerre mondiale. Pétain, alors Premier ministre, est certain de mettre un terme aux souffrances de la France en faisant la paix avec les Allemands. Le 22 juin, l'armistice est signé avec l'Allemagne. La signature a lieu dans le même wagon où s'est conclue la reddition allemande face aux Alliés en 1918, lieu hautement symbolique s'il en est. Alors que les Allemands occupent le nord et l'ouest de la France, le gouvernement de Pétain jouit d'une relative autonomie dans le reste du pays. La France de Vichy, tel est le nom donné à cette partie du pays, eu égard à la ville dans laquelle Pétain établit son gouvernement. Les Allemands ne touchent pas à l'empire colonial de la France. Les différentes administrations des pays colonisés reconnaissent la légitimité du gouvernement de Vichy.
Cependant, un petit nombre de Français n'acceptent pas la défaite et sont résolus à se battre. Je n'arrivais pas à me faire à l'idée que nous devions nous arrêter de nous battre. Nous avions un empire, nous avions une marine, nous avions de bons avions, nous avions de l'or, nous avions toutes les raisons de nous battre. Le 16 juin, le gouvernement de Vichy demande un armistice. Depuis Londres, le général de brigade Charles de Gaulle, alors quasiment inconnu de tous, lance un message radiodiffusé. Croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. De Gaulle venait de commander la 4e division cuirassée lors de la dernière campagne. Après un bref passage au sous-secrétariat d'État à la Défense nationale et à la guerre, l'homme du destin, comme le surnommait Churchill, rejoint l'Angleterre. Les Britanniques reconnaissent officiellement De Gaulle comme le chef des Français libres. Il lance plusieurs appels envers ses concitoyens. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Le message de Gaulle a peu d'impact sur la population, mais il est publié dans la presse le lendemain. Le gouvernement de Vichy condamne à mort le général rebelle. Les chances de Gaulle de lever des troupes pour lutter contre les nazis semblent plutôt minces. À la mi-août 1940, à peine plus de 2000 hommes ont rejoint les forces françaises libres en Grande-Bretagne. Ils reconnaissent en Jeanne d'Arc le symbole même de la résistance et choisissent de frapper le drapeau tricolore d'une croix de Lorraine. Nous étions des rebelles. Nous étions des rebelles. La position d'un rebelle est très particulière. Nous étions condamnés à mort. Nous étions complètement séparés de nos familles. Nous n'avions aucune nouvelle d'elles. On ne recevait plus notre solde. Le gouvernement de Vichy était très clair à l'égard de nos familles. Elles pourraient souffrir de représailles. Mais le nombre croissant d'hommes et de femmes se ralliant à la cause du général de Gaulle démontre que ces menaces ne sont d'aucun effet. Ils sont déterminés à libérer la France du joug nazi. Parmi eux, de nombreux aviateurs. Ces vétérans de la bataille de France rejoignent la RAF. « 13 pilotes de chasse français s'illustrent par leur courage lors de la bataille d'Angleterre. Mais la situation de la marine française est préoccupante. Churchill est inquiet à l'idée de voir la flotte française au service de l'Allemagne. Cette dernière, selon les clauses de l'armistice, doit être démobilisée et placée sous le contrôle des forces de l'Axe. Lorsque l'armistice prend effet, quelques bâtiments français sont au mouillage dans les ports britanniques. 2 se trouvent en France et en Méditerranée, mais la majeure partie de la flotte est à l'ancre en Afrique du Nord. Le 2 juillet 1940, la marine française rejette l'ultimatum anglais lui enjoignant de se rallier. Les navires de guerre britanniques bombardent les bâtiments français dans les ports d'Oran et de Mers el-Kébir. Quelques 1300 marins français sont tués par leur ancien allié. Dans le même temps, la Royal Navy se saisit des navires français qui se trouvent dans les ports britanniques. Dans la plupart des cas, les équipages n'offrent aucune résistance. Par contre, 3 marins anglais et 1 Français meurent au cours d'échauffourées à bord du sous-marin le Surcouf. En Égypte, dans le port d'Alexandrie, un escadron français se rend de lui-même aux Anglais. Il est démobilisé. L'annonce de la mort des 1300 marins tués par les canons anglais à Mers el-Kébir provoque un fléchissement des ralliements à la cause du général de Gaulle.
L'amertume des Français de Vichy à l'égard des Anglais s'accroît. La première lueur d'espoir pour les Français libres vient des colonies de l'Afrique équatoriale, où De Gaulle a mandaté un émissaire. Le capitaine Philippe de Hautecloque, blessé lors de la bataille de France, réussit à passer en Angleterre via l'Espagne. Dès lors, il se fait appeler Leclerc, afin de minimiser les risques de représailles à l'égard de sa famille. C'est avec succès qu'il intervient au Tchad et en Afrique équatoriale, où il convainc le gouvernement colonial de rallier les FFL. Dans le même temps, De Gaulle obtient le soutien des Britanniques en vue d'un débarquement commun dans le port de Dakar, en Afrique de l'Ouest, avec l'espoir d'un ralliement à sa cause. Le 23 septembre, De Gaulle arrive devant Dakar avec le soutien d'une flotte alliée. Les autorités de Vichy non seulement refusent de se rendre, mais ouvrent le feu. Au cours de l'engagement, un croiseur et un cuirassé anglais sont endommagés. L'opération a échoué. La force franco-anglaise se retire. C'était un échec. C'était un échec épouvantable, un échec total. Le lendemain, le général de Gaulle nous a fait venir sur son bateau. Nous n'avions vraiment pas le moral. Le général nous a dit que ce n'était qu'une péripétie. De Gaulle avait raison. Le mois suivant, il se retrouve au Cameroun afin d'affermir son influence sur les colonies déjà gagnées à sa cause grâce à Leclerc. En novembre, les FFL prennent le contrôle du Gabon, et ce, au prix d'une rude bataille avec les troupes locales à la solde de Vichy. À la fin de 1940, la 13e demi-brigade de la Légion étrangère apparaît pour rejoindre les Anglais en Égypte. Elle est la pierre angulaire des forces françaises libres. Elle a déjà accompagné De Gaulle devant Dakar et au Cameroun. Les troupes de la Légion étrangère sont impatientes d'en découdre avec l'ennemi dans le désert. Pendant ce temps, au Tchad, les FFL, sous la conduite du colonel Jean Dornano et avec la collaboration du British Long Range Desert Group, s'attaquent aux forces italiennes stationnées en Libye, dans la province de Fezzan. Janvier 1941, Jean Dornano meurt au cours d'un raid sur l'aéroport italien de Mourzouk. Leclerc le remplace. Il part du Tchad pour la Libye avec 3000 hommes appuyés par 12 vieux bombardiers. Le 1er mars 1941, les FFL s'emparent de l'oasis de Koufra. Cette opération est déterminante pour la suite des événements. Koufra sert de base avancée au Long Range Desert Group et avec Leclerc, il lance de nombreux raids contre les bastions italiens. Pendant ce temps, la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, ou DBLE, arrive en Égypte. Avec l'adjonction d'un bataillon venu du Tchad, elle forme la brigade d'Orient et se bat aux côtés des Anglais en Érythrée, alors colonie italienne. La prise du port de Massawa sur la mer Rouge représente le point culminant de la campagne française. Beaucoup de forces françaises libres se rassemblent en Égypte dans les premiers mois de 1941. Dès le mois de juin, leur loyauté envers la cause alliée est rudement mise à l'épreuve. La Syrie est sous le contrôle du gouvernement de Vichy. Les Anglais ferment les yeux. En mai 1941, une révolte contre les Britanniques éclate en Irak. Les Allemands soutiennent les rebelles et obtiennent l'accord de Vichy de pouvoir se servir d'aérodromes en Syrie.
Dès qu'ils en ont connaissance, les Anglais décident d'envahir la Syrie de crainte de voir la Luftwaffe et les forces de l'air vichysoises lancer des raids contre l'Égypte. Aux forces alliées s'adjoignent 6 bataillons FFL, une batterie d'artillerie et quelques tanks. L'attaque a lieu le 8 juin, mais rencontre très vite une forte résistance. Les officiers de liaison des FFL et le commandement des unités australiennes et britanniques essaient de convaincre les troupes de Vichy de se rallier à la cause de De Gaulle, mais en vain. En fin de compte, la bataille de Damas voit s'affronter des Français entre eux, ainsi que les légions étrangères des deux camps. Six semaines sont nécessaires pour arriver à la victoire. Le gouverneur général de Vichy, le général Dens, se résout à signer un armistice. Mais la majorité des soldats croient toujours que De Gaulle et ses hommes sont des traîtres à la nation. Seulement 6 000 soldats d'entre eux sur les 36 000 en poste en Syrie acceptent de rejoindre les FFL. Les insoumis sont rapatriés dans la France de Vichy, où ils sont accueillis en héros. De Gaulle est furieux. Il n'a pas été consulté à propos de l'armistice. Il est indigné au sujet du rapatriement des dissidents, mais qui plus est, les Anglais dorénavant vont contrôler la Syrie en lieu et place des Français. En automne 1941, les pilotes de la France libre qui ont rejoint l'Angleterre constituent un escadron de chasse au sein de la RAF, sous le numéro 340, Île-de-France. Ils sont équipés de Spitfire basés initialement en Écosse. Dans ces intervalles, les pilotes qui ont prêté main forte à Leclerc au fin fond du désert libyen forment l'escadron de Lorraine. Dotés de bombardiers Blenheim, ils rejoignent la Royal Air Force du désert et appuient la 8e armée britannique. Les forces navales françaises libres, ou FNFL, s'investissent corps et âme dans la bataille de l'Atlantique. Leurs bâtiments escortent les convois de marchandises et les protègent de la menace des sous-marins U-boats. Le 11 mars 1943, la corvette Aconite accomplit la prouesse exceptionnelle de couler 2 U-boats le même jour. Elle éperonne le premier déjà endommagé, et après avoir forcé le second à faire surface, elle l'aborde dans le kiosque et le coule. En décembre 1941, l'Amérique entre en guerre, ce qui signifie que la France de Vichy peut se voir retirer ses possessions dans les Amériques. Washington veut négocier avec Vichy, mais De Gaulle ne tient pas compte des souhaits américains et engage une action unilatérale. Il s'agit des petites îles de Saint-Pierre et Miquelon à Terre-Neuve. De Gaulle ordonne à l'amiral Muselier de s'emparer de ces îles. Ce dernier se trouve à la tête d'un corps expéditionnaire dans le port canadien d'Halifax. Ignorant les oppositions américaines et canadiennes, Muselier et ses troupes débarquent du sous-marin le Surcouf sur ces îles lointaines. Ils ne rencontrent aucune résistance. Nous sommes le 24 décembre 1941. C'est avec grande joie que la plupart des habitants rejoignent les Français libres. Les gouvernements américains et canadiens sont offensés par l'action unilatérale de De Gaulle, mais avec le temps, l'incident apparaîtra comme mineur.
le théâtre principal des opérations des FFL se situe bien loin de là, dans les déserts d'Afrique du Nord, aux côtés des Britanniques. À la fin de 1941, les FFL de l'armée de terre du Moyen-Orient sont réorganisés en 2 brigades et placés sous le commandement de la 8e armée britannique. Un petit contingent rejoint le tout nouveau Special Air Service, ou SAS, et se distingue très vite au cours de raids sur les terrains d'aviation de l'Axe. La première brigade des FFL, commandée par le général Marie-Pierre Koenig, engage le combat avec les Allemands. Cela n'était jamais arrivé depuis le désastre de l'été 1940. Koenig est de la race de ces soldats endurcis au tempérament carré. La majeure partie de ces hommes vient de la Légion étrangère. Au printemps 1942, les Britanniques contrôlent la ligne fortifiée allant du sud de Gazala vers l'est de la Libye. Ils préparent une nouvelle offensive contre Rommel et les forces de l'Axe. La ligne de défense Gazala-Bir Hakeim est constituée de plusieurs boxes ou centres fortifiés de défense autonomes. La première brigade des FFL est basée à l'extrême sud, à Bir Hakeim. Le box est protégé par plusieurs champs de mines et fils de fer barbelés. La garnison est très bien équipée de pièces de campagne et de canons anti-chars. Mais comme dans tous les box de la ligne de Gazala, il y a une faille. Sur son flanc nord, il est trop éloigné de Bir Hakeim et son artillerie en est rendue inefficace. Le général Koenig et ses hommes se retrouvent isolés face au désert sur leur flanc sud. Depuis 4 mois, la 8e armée et la Panzer armée de l'Afrika Korps sont face à face. Rommel décide tout d'un coup d'attaquer. Dans la nuit du 26 mai, il lance ses Panzers et contourne Bir Hakeim par le sud. En moins de 24 heures, il s'interpose entre les lignes de communication de la 8e armée, semant la confusion dans les lignes arrières anglaises. Bir Hakeim est alors complètement isolé. La division blindée italienne, ou division Trieste, et la 90e division légère de Rommel attaquent le box français. Mais devant la résistance opiniâtre des FFL, Rommel est obligé d'envoyer sa fameuse 15e division Panzer à la rescousse. Le rapport de force est inégal. Mais les FFL sont bien retranchés et déterminés à tenir jusqu'au bout de leurs munitions et de leurs vivres. Le combat n'est engagé que lorsque les blindés de l'Axe se trouvent pratiquement à bout portant. Toutes les attaques sont repoussées. Après 2 semaines de combat, les munitions et la nourriture sont sur le point de manquer. Koenig décroche. Dans la nuit du 10 juin, il évacue Bir Hakeim avec 2700 hommes sur les 3600 présents au départ. Aucun doute ne subsiste quant au courage et à la détermination des FFL. Ils viennent de prouver qu'ils sont de valeureux combattants. Octobre 1942. Le général Bernard Montgomery attaque les forces de l'Axe commandées par Rommel à Alamein. Cette opération marque un tournant décisif dans la guerre des déserts nord-africains. Les 2 brigades des FFL prennent part au combat au sein de la 8e armée et expulsent les forces de l'Axe de Libye.
Pendant ce temps, le général Leclerc et ses 3000 hommes font mouvement vers le nord de la Libye. Depuis maintenant 2 ans, il est en opération dans le sud du pays. Le 23 janvier, il rencontre Montgomery à Tripoli après avoir traversé plus de 2500 km de désert. Le même jour, les Anglais arrivent dans la capitale libyenne. Leclerc se place sous le commandement de Montgomery. Ses troupes rejoignent d'autres brigades FFL et forment ainsi la première division FFL. Les événements se précipitent car une autre campagne de plus grande envergure vient juste d'être entamée dans une autre partie de l'empire colonial français. De nouvelles troupes viennent grossir les FFL. Après bien des discussions, les Anglais et les Américains tombent d'accord sur un débarquement conjoint au Maroc et en Algérie. Le but est clair, chasser les forces de l'Axe d'Afrique du Nord afin que Rommel se sente menacé sur ses arrières. Les Alliés espèrent que les administrations de Vichy en poste au Maroc et en Algérie ne s'opposeront pas au débarquement. Les États-Unis prennent des initiatives diplomatiques afin de tâter le terrain. Leurs relations avec Vichy ne sont pas rompues, surtout après le bombardement anglais sur la flotte française à Mers el-Kébir. La mission est confiée au général Mark Clark, adjoint d'Eisenhower, commandant l'opération Torche. Arrivé à bord du sous-marin HMS Seraph, il débarque secrètement sur la côte algérienne en vue de négocier avec le général Charles Mast. Ce dernier commande des forces vichysoises dans l'Algérois. Les négociations n'aboutissent pas. Le président Roosevelt trouve que De Gaulle a un comportement de plus en plus caustique. Aussi, il ne représente pas à ses yeux l'homme idéal capable de rallier les territoires français d'Afrique du Nord à la cause alliée. De ce fait, il choisit le général Henri Giraud, qui s'est échappé de captivité en Allemagne au mois d'avril 1942 pour se réfugier en zone libre en France. Il est convenu d'un rendez-vous secret et le sous-marin HMS Seraph le ramène à Gibraltar. Dès son arrivée, le général Dwight Eisenhower, commandant le débarquement anglo-américain, lui signifie que l'opération aura lieu le jour suivant, le 8 novembre. Les débarquements se font près de Casablanca au Maroc et dans les ports d'Alger et d'Oran en Algérie. Dans un premier temps, les troupes vichysoises résistent farouchement, et notamment à Alger. Le 9 novembre, l'amiral Jean Darlan, dauphin du maréchal Pétain, donne son accord pour un cessez-le-feu limité à la ville d'Alger. Les combats font encore rage pendant 2 jours avant que le Maroc et l'Algérie ne soient sous contrôle allié. Malgré ces graves compromissions, Darlan reste en charge du Haut-Commissariat pour l'Afrique du Nord. Cette décision du président Roosevelt provoque beaucoup de remous chez les Français libres. Il fait arrêter les sympathisants des Français libres qui ont essayé de le capturer lors du débarquement allié. Néanmoins, Darlan accepte de collaborer avec Giraud, qui arrive par avion de Gibraltar. Pendant ce temps, les Alliés s'efforcent de convaincre la Tunisie de les rejoindre. C'est le dernier territoire français contrôlé par Vichy. Il se retrouve face à de nombreuses troupes de l'Axe, spécialement envoyées en Tunisie. En premier lieu, les troupes françaises de Vichy, cantonnées dans le pays, n'offrent pas de résistance.
Plus tard, au cours de leur progression à l'intérieur de la Tunisie, les Alliés enregistrent le ralliement des troupes commandées par le général Alphonse Juin. Elles deviendront le 19e corps français au sein de la Première Armée. Les Français libres s'engagent vaillamment dans la campagne de Tunisie. Mars 1943, les troupes de Leclerc jouent un rôle primordial lors des attaques répétées menées par Montgomery contre la ligne fortifiée de Mareth. Tandis que les effectifs militaires des FFL grandissent, la situation politique, elle, se détériore gravement. Le 24 décembre 1942, Darlan est assassiné par un jeune fanatique royaliste. De Gaulle accepte de rejoindre Giraud au Comité de libération nationale. Peu de mois après, il reprend sa place de chef unique des Français libres. En mai 1943, afin de célébrer la fin de la campagne de Tunisie, les Alliés défilent victorieusement dans Tunis. La majeure partie du contingent du corps français prend part à la parade. Preuve en est que la France retrouve le chemin de la fierté nationale. Il est établi maintenant que le corps français fera partie des troupes alliées qui vont débarquer en Italie. Mais avant tout, il va falloir l'équiper d'armes modernes. Les troupes sont ravies de recevoir leurs nouveaux chars américains et autres armes. L'entraînement se fait avec beaucoup d'enthousiasme. Enfin, les FFL sont reconnus à part entière. De plus, la libération de leur patrie approche. Mais bien avant que les FFL basés en Afrique du Nord ne puissent poser le pied sur le sol européen, une unité française s'y bat déjà. Il s'agit du régiment d'aviation de chasse Normandie qui se bat aux côtés des Russes sur le front de l'Est. De Gaulle décide de prêter main forte à l'Union soviétique. Après d'interminables négociations entre les gouvernements russes et anglais, une escadrille d'avions de chasse est envoyée via la Perse et Bakou. En mai 1943, le régiment entre en action après un entraînement sur les chasseurs Yak-1. En 1944, le régiment se voit attribuer le nom supplémentaire de Niemen pour avoir appuyé le franchissement de ce fleuve. À son retour en 1945, le régiment Normandie-Niemen compte 273 victoires à son actif. Tandis que le Normandie-Niemen commence ses 2 années de campagne, les 80 000 hommes des FFL d'Afrique du Nord se regroupent sous le commandement du général Alphonse Juin et prennent le nom de corps expéditionnaire français. À l'automne 1943, ils participent à la campagne d'Italie au sein de la 5e armée américaine du général Mark Clark. Le corps expéditionnaire s'engage dans les terribles batailles qui font rage sur la ligne Gustave à travers le massif des Abruzzes au sud de Rome. La clé de voûte de ce corps est composée de goumiers ou goums marocains. Ils sont issus d'unités de gendarmerie chargées du maintien de l'ordre à l'intérieur du pays. Solides et impitoyables, ils sont issus de peuplades usant de la terreur comme arme principale. Leurs officiers français leur portent un grand respect. Troupes de premier ordre, aptes par excellence au combat en montagne, les goums déverrouillent la ligne Gustave en s'attaquant aux positions allemandes surplombant le fleuve Garigliano. Le corps expéditionnaire français fait ensuite mouvement sur Rome et participe à la libération de la capitale italienne. Mais dès le début de 1944, tous les Français libres sont concentrés sur un seul objectif,
la libération de leur capitale. Les forces aériennes françaises libres, ou FAFL, comptent 4 escadrons de chasse et 3 escadrons de bombardiers au sein de la Royal Air Force. Le pilote Pierre Klostermann, l'as des as des aviateurs français, devient pilote de chasse dans la RAF après avoir reçu une formation en Grande-Bretagne. Tout d'abord, il pilote un Spitfire dans l'escadron 341 Alsace des FAFL. À la fin de la guerre, il commande un escadron de Tempest de la RAF. Il surnommera son avion le Vieux Charles, allusion faite à De Gaulle. Il a 33 victoires à son tableau de chasse en 2 années de combat aérien. Les forces navales françaises libres, ou FNFL, se préparent au débarquement de Normandie. Leurs équipages se sont endurcis au cours de la longue et difficile bataille de l'Atlantique. Au sol, la majorité des Français libres se retrouvent dans la 2e division blindée ou 2e DB, commandée par le général Leclerc. Formée en Afrique du Nord, la 2e DB est transférée en Grande-Bretagne à l'automne 1943. Deux bataillons de parachutistes français libres sont incorporés au SAS. Tous attendent avec impatience l'instant où ils fouleront à nouveau le sol du pays. Le 6 juin 1944, ou jour J, seuls les commandos des FNFL débarqueront en Normandie. Commandés par Philippe Kieffer, ils ont rejoint les rangs du commando britannique, interallié numéro 10. Kieffer et ses hommes prennent d'assaut le rivage aux côtés de leurs camarades britanniques. Très vite, ils sont accueillis à bras ouverts par les gens du cru. D'autres Français libres sautent en parachute sur la France. Certains font partie du SOE. Leur tâche consiste à assurer la liaison avec les forces françaises de l'intérieur, ou FFI, basées essentiellement au centre de la France, et à coordonner leurs opérations. Le général Leclerc, dont le retour en France a commencé au Tchad voici 3 ans, doit attendre la fin juillet pour pouvoir traverser la Manche à la tête de sa division. À son arrivée, les alliés américains réalisent à quel point Leclerc est ému de fouler le sol de la mère patrie. La division Leclerc rejoint la 3e armée du général Patton, qui est sur le point de quitter la Normandie. En chemin, quelques dégustations d'alcool de Calvados, alcool de pays à base de pommes, revigorent Leclerc et ses hommes qui foncent à travers la France vers le sud, puis vers l'est. Leur objectif final, la libération de Paris. Le 23 août, tard dans la soirée, l'avant-garde de la 2e DB arrive aux abords de la capitale. Au milieu de l'excitation générale, Leclerc arrive tout de même à dormir un petit peu et à téléphoner à son père pour la première fois depuis 4 ans. Puis, les affaires reprennent. Les FFI ont déclenché une insurrection contre la garnison allemande dans Paris.
Les batailles de rue font rage et l'anarchie risque de s'installer. Tôt dans la matinée du 24 août, Leclerc arrive au centre de Paris, tandis que les combats de rue continuent. Le 25 août 1944, à 15h30, le général von Choltitz, commandant militaire des forces allemandes dans la région de Paris, signe l'acte de capitulation de la capitale à la préfecture de police. La plupart des points d'appui allemands capitulent, mais certains continuent le combat. Le 26 août est le point culminant de la libération de Paris. Charles de Gaulle rend visite à l'Arc de Triomphe et descend les Champs-Élysées. Une fusillade éclate sur plusieurs points du parcours. Elle se réduit à quelques jusqu'aux boutistes nazis. De Gaulle refuse d'interrompre la parade, car l'instant est historique et il le sait. En effet, non seulement les troupes de Leclerc dirigent la libération de Paris, mais depuis 10 jours, d'autres Français libres ont la rude tâche de libérer le sud du pays. Le 15 août, les FFL débarquent dans le sud de la France. Nous y retrouvons le général Alphonse Juin, commandant le corps expéditionnaire français. Ce dernier fait partie maintenant de la première armée française dirigée par le général de Lattre de Tassigny. En 1940, à la tête de la 14e division, il résiste aux Allemands à Rethel. Suite à l'armistice, il est aux commandes des troupes françaises en Tunisie. En novembre 1942, il est condamné à 10 ans de prison par le gouvernement de Vichy pour avoir résisté à l'occupation allemande en zone libre. Il s'évade grâce au SOE et rejoint les FFL en Algérie via Londres. La première mission de Lattre est de libérer les ports de Toulon et de Marseille. Très rapidement, les 28 et 29 août, ces hommes s'emparent des 2 ports pour la plus grande joie de la population locale. Après cela, la première armée fait jonction avec la 6e armée américaine et remonte la vallée du Rhône. Le 3 septembre 1944, Lyon est libéré. De Lattre fait mouvement vers le massif vosgien qui jouxte la frontière suisse. Il a sous ses ordres le général Leclerc et aussi des FFI qu'il a su incorporer à son armée. Les Français ont énormément de mal à réduire les poches de résistance allemande autour de Colmar, dernier obstacle, sauf imprévu, avant le Rhin. Il faut attendre le 9 février, date de la fin de la bataille de Colmar, pour voir s'ouvrir la route du Rhin. Dans leur avancée finale en Allemagne, les Français assainissent la situation dans la forêt noire. Leur ultime action les conduira au Nid d'Aigle, où retraite alpine d'Hitler surplombant Berchtesgaden. Les bombardements alliés sont passés par là, tout est en ruine. Les moments les plus importants pour les Français libres sont d'une part la signature de la capitulation allemande le 7 mai 1945 à Reims et la capitulation de Berlin le 8 mai. Les représentants français prennent place autour de la table auprès de leurs alliés américains, britanniques et soviétiques.
Le général de Lattre de Tassigny représente la France à la capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin. En juillet 1945, suivant la conférence de Potsdam, la France gouverne l'un des 4 secteurs de Berlin se trouvant en Allemagne de l'Ouest. La France retrouve son rang parmi les puissances mondiales. Rien de tout cela n'aurait pu être possible sans la détermination de Charles de Gaulle, le visionnaire qui, comme des milliers de Français et de Françaises, ont dit non face à la défaite de leur pays. Cette drôle de guerre les a emmenés d'Angleterre en Afrique, puis en Italie jusqu'au nord-ouest de l'Europe. La route fut longue et difficile. Exclus de leur propre pays, ces valeureux soldats ont su garder la foi et finalement triomphèrent.